Salut à vous les amis de la terreur. Imaginez un instant que vous puissiez voir à travers une fenêtre des crimes avant qu'ils n'aient lieu. Est-ce que vous pourriez éviter que ces crimes aient lieu ? À partir de quel moment les actions que vous allez faire vont influer l'avenir pour éviter que ces meurtres ne se produisent ? Eh bien, c'est toute la question de cette histoire qui s'intitule Fenêtre sur l'horreur, une histoire science-fiction fantastique dans laquelle le protagoniste, qui est un père de famille, un dentiste, va se retrouver aux prises avec un tueur qu'on appelle le voleur de visage. Alors ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le titre d'une autre histoire courte qui se trouve sur la chaîne Sturpy Horror Stories. Je vous invite à l'écouter et vous allez vous rendre compte qu'il nous a sûrement menti sur les causes de sa mort. Je vous souhaite vos meilleures frayeurs à travers la fenêtre de l'horreur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sturpy Horror Stories. Ma femme et ma fille, les mains attachées dans le dos, assises bâillonnées sous le dôme obscur d'un clocher. Les flashs de l'orage éclairent brièvement le profil du ravisseur. Il est penché, caresse la joue de ma femme avec la pointe de son couteau de chasse. Il se redresse en grognant, se met à parler tout seul en agitant sa lame. Il me tourne le dos. Je m'avance discrètement. L'homme se retourne, me décoche un coup que j'esquive. À mon tour, je l'attaque d'un bond, mais il parvient à parer ma tentative et me bouscule violemment de l'épaule. Je dévie, je glisse, ma tête heurte l'immense cloche et je tombe par la trappe du clocher. Je vois mon corps basculer, puis l'entends s'écraser en contrebas. Je peux éviter tout ça. Je peux éviter que ça n'arrive. Peut-être. Si toutefois, le cheminement vers l'horreur que je vois à travers cette fenêtre maudite peut être modifié. Pouvons-nous dévier la chute des dominos du destin ? Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Par-delà cette fenêtre sur l'horreur, se mêlent passé obscur et futur macabre, dans un nœud inextricable de mystères et de secrets. Ce qui mène à l'horreur est-il toujours prévisible ? Et si oui, quelle décision sera la bonne pour éviter le pire ? Vendredi 22 août 2025. Des cartons et encore des cartons. Des planches, des lustres, des ânes morts, des écrous et des vis qui se dissipent dans la nature. Les joies du déménagement, avec des trompes de pluie en cadeau bonus. Dernier trajet. Tout notre passé vient s'entasser entre les murs de notre avenir. Minuit 50, pas le temps. Et surtout, pas la force d'assembler les planches des lits puis d'y replacer sommier et matelas. D'un commun accord avec Ludivine, on a prévu les lits de camp pour nous et les enfants. On s'installe rapidement dans la future salle à manger. Toute la pression des dernières semaines redescend et dans ce nouveau silence, nous nous endormons au milieu des boîtes, sans avoir à compter les moutons. Alors regardez cet ingrédient magique. C'est ma fille Nélia qui nous réveille à 7h24 avec une vidéo TikTok, parce qu'elle n'a pas eu le temps de baisser le son. Regardez bien. Je prends ce truc et je Nélia, bon sang, éteins ça! Oh, ça y est, j'ai coupé le son, c'est bon. Dit-elle en reposant sa tête sur son oreiller. Ma femme se lève d'un bond, en tapant dans les mains, enthousiaste. Allez, de toute façon, on a du pain sur la planche. On commence par la cafetière, et puis on s'occupera des chambres pour être sûr que chacune dormira dans son propre lit ce soir. Et j'ajouterais même dans son lit propre. Mon subtil jeu de mots fait un flop. Elles n'ont sûrement pas compris. J'insiste, en ajoutant le geste de l'inversion. Dans son propre lit. Dans son lit propre. Désolant. Soupire ma fille de 17 ans en scrollant sur son appareil. Mon fils Forban, 15 ans, grogne en se retournant sur sa couchette. Ce prénom Forban est une idée de ma femme. Moi je voulais l'appeler Diego, comme la chanson de Johnny. Et là encore, elle me contredirait en arguant que c'est une chanson de Michel Berger. Oh, excusez-moi de vouloir mettre un petit peu de bonne humeur au milieu de ce chantier. Mais oui, t'as raison, on va commencer par un café. Entre Ludivine et moi, c'est encore un peu délicat. Disons qu'après 18 ans de vie commune, vous allez apprécier la métaphore, j'ai mis un coup de guidon dans le talus. Et le talus en question s'appelait Ursula, et c'était ma secrétaire. Si par chance elle est encore de ce monde, vous imaginez bien qu'en revanche, elle n'est plus ma secrétaire.
D'ailleurs, j'ai expatrié mon cabinet dentaire à des centaines de kilomètres des lieux du forfait, Dijon. Condition sine qua non pour que Ludivine accepte de tirer un trait sur l'incident. Enfin, je parle d'incident là où Ludivine parle de crash émotionnel entraînant de graves répercussions dans le sillon futur de notre union. Elle est psychologue, spécialisée dans les problèmes de couple. Je suis sérieux. Alors du coup, on est ici, dans ce petit village de Mornombeu, à 260 km de Dijon, pour tout reprendre à zéro. Y compris se reconstituer une nouvelle clientèle. Pour moi, c'est à moitié assuré parce que je reprends en ville le local d'un confrère en partance pour la retraite. J'hérite donc de la plupart de ses patients. Mais pour Ludie, c'est plus compliqué. Pour le moment, elle exerce des téléconsultations et ça la déprime. Elle tente de faire bonne figure devant Nélia et Forban, mais c'est moi qui essuie les plâtres de ses humeurs. Et peut-être que je le mérite. Les trajets entre Dijon et Mornombeu, déjà éprouvants par leur longueur, se sont montrés d'autant plus pénibles que Ludivine ne s'est pas privée de me ressasser qu'on avait les moyens de payer des déménageurs, et que j'étais une pince pour n'avoir pas voulu faire appel à des professionnels. Mais bon quoi, on a déjà dû raquer pour faire poser les balatomes, parquets et tapisseries, pour les peintures et la révision des sanitaires. Faut pas déconner. Il me reste 2 jours pour le déballage et le montage des meubles, après quoi je reprendrai le travail. À l'instar de beaucoup d'honnêtes gens, je pars tôt le matin, je rentre tard le soir. Ça va de soi, j'adore mes enfants, mais la vie à la maison me fatigue parfois plus que mes journées de consultation au cabinet dentaire. Ma petite marotte, mon principal hobby, c'est le bricolage. J'adore mettre au point des petites améliorations sur les objets du quotidien. D'après Ludivine, mes inventions fonctionnent 1 fois sur 5, et je trouve ça très exagéré. Je manque juste un petit peu de pratique, faute de temps. D'ailleurs, une fois les meubles montés, j'ai bien l'intention de mettre en pratique mes compétences, et je commencerai par une inspection en règle de la maison, histoire de voir ce qu'on peut améliorer. Après le repas du soir, tandis que Ludie range sa garde-robe et que Nélia et Forban éprouvent la réception Wi-Fi de leurs chambres respectives, je parcours la maison de la cave au grenier. 220 mètres carrés, sur 2 étages. J'imagine qu'une foule de détails m'ont échappé lors des visites préalables. Au rez-de-chaussée, la cuisine équipée rouge et bleu, ouverte sur la salle de séjour, et sa baie vitrée coulissante donnant sur les 90 arts de notre nouveau jardin. En friche pour le moment. Le couloir menant au premier palier, des rampes d'escalier, des planchers dans un état impeccable. Au premier étage, 2 chambres spacieuses pour les enfants, une salle de jeu, mon futur bureau et les sanitaires. La journée, le couloir du premier est bien lumineux grâce à la fenêtre du fond située plein sud. J'aime beaucoup ce que je découvre. Des fondations robustes, des charpentes bien entretenues. Tout ce que j'ai constaté la première fois se confirme dans le détail. L'ancien propriétaire, un certain Gustave Vernet, devait être un vieil homme méticuleux. Je ne l'ai malheureusement pas connu car nous avons eu affaire à son fils unique, Anton Vernet, auquel il a légué la maison. Enfin, dit que nous avons eu affaire à son fils, nous avons surtout communiqué avec le gars de l'agence immobilière. Ce n'est qu'au jour de la signature de l'acte de vente que j'ai brièvement rencontré Anton Vernet. Environ la quarantaine, comme Ludie et moi. Pas particulièrement sympathique, plutôt inquiétant, de par son regard noir et son silence, enfermé derrière ses lèvres pincées. Un type presque louche. Ludivine a préféré le qualifier de mystérieux, et je crois même qu'elle a ajouté énigmatique. Bref, tout pour me contrarier. Toujours est-il que je le sentais pas, cet Anton Vernet. Par chance, la rencontre fut brève et n'a plus de raison de se reproduire. Je poursuis mon ascension vers le second étage de la maison, où se trouve notre chambre, le futur bureau de Ludie, encore des sanitaires au fond à droite, et une pièce qui fera office de salle de fitness pour elle, au fond à gauche. Et en fait, je suis intrigué par une espèce d'anomalie. Enfin, une anomalie, disons plutôt une étrangeté de conception. Ce couloir du deuxième, qui dessert les 4 pièces dont je viens de vous parler, ne comporte pas de fenêtre. Bon, en soi, ça n'a rien de vraiment étrange. Tout comme le couloir du premier, il traverse la maison dans sa longueur. Et logiquement, il devrait être aussi long que le couloir de l'étage inférieur duquel il est parallèle. Ce qui n'est pas le cas. Là où il devrait se prolonger, il y a un mur. Et derrière ce mur, il semble qu'il n'y ait rien. Du vide, ou de la brique, ou autre chose. Car ni la salle de fitness, ni les sanitaires ne se prolongent dans cette partie. Pourquoi un tel gaspillage de place ? Je redescends d'un étage et je compte mes pas d'une extrémité à l'autre du couloir. 11, 12, 13. Je remonte au deuxième et je fais de même. 8, 9, 10. Je me suis pas trompé. Il y a au moins une perte de 2,50 m à 3 mètres. Je vérifie par le grenier qui, lui, traverse complètement la maison sur sa longueur. Et ça se confirme.
il y a un point mort dans le couloir du 2e étage. Il pourrait s'agir d'un passage pour l'évacuation des sanitaires, mais alors, ça devrait se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, les goulots de canalisation sont visibles, on peut les suivre jusqu'à la cave. Non, cet emplacement non utilisé est là pour autre chose. Planquer un trésor? Un cadavre? En tout cas, ça m'intrigue au plus haut point. Je m'adosse à la tête du lit, Ludivine lit son bouquin, le drap remonté jusqu'au cou. J'ai découvert quelque chose de curieux au bout du couloir de ce palier. Elle lève les yeux de sa lecture et soupire. Et quoi donc? Notre maison contient une pièce cachée. Une pièce cachée. Qu'est-ce que tu entends par pièce cachée? Au bout du couloir de notre chambre, il devrait y avoir une fenêtre normalement, comme dans le couloir du premier. Sauf que là, le couloir est raccourci d'au moins 2,50 m et pas de fenêtre. Quand on regarde de l'extérieur, d'ailleurs, on peut voir une petite différence de peinture, là où la fenêtre a probablement été murée. Ouais, l'ancien propriétaire a décidé de condamner une fenêtre. Et donc, toi tout de suite t'en déduis que ça cache une salle secrète. Pas forcément une salle secrète, mais du moins un espace qui a été condamné pour je ne sais quelle raison. Des raisons que, je présume, tu imagines sinistres et angoissantes. Essaye de faire preuve d'un peu d'imagination pour une fois, au lieu de me sortir tes clichés de psy avec mes angoisses et tout ce qui s'ensuit. Écoute Bernard, je pense avoir fait preuve de beaucoup d'imagination pour gober les bobards que tu m'as sortis avant que je découvre ton aventure avec ta pseudo-secrétaire. Et voilà, il faut que tu me remettes ça sur le tapis. Faudra du temps, Bernard. Je te l'ai dit. Il faudra du temps. Ouais, dors bien. Oui, c'est ça, Bernard. Bonne nuit. Le lendemain, en fin d'après-midi, je retourne au grenier. Bon, je vous la fais pas version film d'horreur, car ce grenier n'a rien de franchement lugubre. Pas de coffre mystérieux, pas de mannequin dans l'ombre, de grattement sinistre ou autre grognement. Juste une vieille commode vide qu'Anton Vernet n'a pas jugé nécessaire d'évacuer. Je me souviens avoir lu quand j'étais plus jeune une histoire de l'auteur Graham Masterton, intitulée « Apparition », dans laquelle la lucarne du toit menait vers un passé où vivaient des gens peu recommandables, comme une sorcière et un monstre rat nommé Bron Jenkins. Ça me fait sourire. Ici, rien de surnaturel évidemment, on est dans la réalité. A contrario des malheureux protagonistes de films d'épouvante, je n'éprouve aucune sensation particulière, si ce n'est une curiosité grandissante. Je pousse la commode, parce qu'elle est placée juste au-dessus de la zone qui m'intrigue, et je voudrais frapper le plancher, pour vérifier si c'est bien creux en dessous. J'enlève le carré de balatum qui se trouvait sous le petit meuble, sans doute placé là pour protéger le bois. Mais le balatum semble neuf d'ailleurs. Enfin, en tout cas, il traîne pas là depuis des années. On l'a mis récemment. Et là, sous le revêtement, je trouve une chose qui me procure un frissonnement d'excitation. Une trappe. J'avais donc vu juste. Il y a quelque chose là-dessous. Peut-être un petit débarras, une planque secrète, un passage. Toutes les hypothèses sont permises. J'ai l'impression d'être un petit garçon jouant les explorateurs, émoustillé par une mystérieuse découverte. Et je vais sans doute être déçu en ne découvrant qu'un vide poussiéreux sous cette trappe qui refuse de s'ouvrir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Juste une plaque de bois affichée dans l'épaisseur du plancher. Ce sont les charnières qui me font dire que c'est une trappe. Mais après tout, peut-être que ça ne s'ouvre pas. Je redescends chercher un pied de biche dans ma caisse à outils. Tu vas avec ce truc? Me demande Ludivine que je croise dans le hall du rez-de-chaussée. Je réponds. Eh ben, je t'avais dit que quelque chose me paraissait bizarrement conçu au 2e étage. Bah, ça se confirme. J'ai trouvé une trappe au grenier et je suis convaincu qu'elle donne sur un compartiment caché. Vraiment? Bon, plus sérieusement, je vais en ville avec Nelia. Elle a besoin de nouveaux vêtements pour la rentrée. Quand tu auras le temps, avec Forban, vous pourrez vous occuper de raccorder la machine à laver et le lave-vaisselle aux arrivées d'eau. On s'en occupe, mon adjudant. Ouais, bah tu me fais peur avec ton pied de biche. Va pas casser un truc ou provoquer une catastrophe. Oh, c'est bon, fais-moi confiance, non? Avant que je te refasse confiance, il va falloir un peu de temps, je te l'ai déjà dit. Je parlais pas de ça. Enfin, soit, t'inquiète pas, je vais pas réduire la maison en pièces. D'ailleurs, en parlant de pièces, c'est peut-être une pièce supplémentaire que je m'apprête à découvrir. On a déjà assez de pièces à gérer comme ça. Mais bon, je te laisse avec tes lubies, on sera de retour pour l'heure du dîner. Décidément, Ludivine ne manque pas une occasion de me rappeler le coup de canif que j'ai mis dans notre contrat. Mais j'espère que ça lui passera. Me revoilà au grenier. Je glisse le pied de biche dans l'interstice entre le plancher et la trappe, qui se soulève sans résistance. Oh nom de Dieu! Avec juste la lumière du grenier, j'ai du mal à sonder l'intérieur de la cavité qui se dévoile, mais il s'agit bien d'une petite pièce dérobée. Une pièce qui semble vide. Je retourne au rez-de-chaussée chercher une lampe et ma petite échelle. De la musique provient de la chambre de Forban lorsque je remonte. Je glisse l'échelle dans l'ouverture, et depuis le grenier,
Je gagne le 2e étage, ce bout de couloir condamné pour je ne sais quelle raison. Rien. Ni absolument rien ici. Ni vestige secret, ni magot, ni corps dissimulé. Juste une fenêtre. Une fenêtre murée. Lors de notre première visite, j'avais remarqué une vague différence de ton sur la peinture de la façade est. Et je comprends maintenant d'où ça provient. Ça sent le plâtre et le ciment. Je ne comprends pas pourquoi les Vernets ont fait construire un mur raccourcissant le couloir. Une question d'isolation ? Je vois pas l'intérêt. Un tel espace n'isole absolument pas. J'inspecte pour m'assurer que rien ne m'échappe. Aucun détail n'éveille mon attention sous le faisceau de la lampe. C'est inexplicable. Cette pièce inutile est un mystère. Le seul fait bizarre consiste dans la présence des battants et des vitres de la fenêtre. Ils ont muré derrière. C'est une fenêtre aveugle. Ça me paraît tellement insolite que le fait d'essayer de l'ouvrir ne me paraît pas absurde. Je tourne la poignée. Elle ne résiste pas. Les 2 battants de la fenêtre s'ouvrent vers moi. Et putain, c'est impossible. J'aperçois les arbres longeant le côté est de la maison, à travers le mur. Attends, j'ai du mal voir. Je referme un battant pour vérifier que le mur que j'ai vu derrière n'est pas une sorte d'adhésif collé à la vitre, ce qui reste la seule explication rationnelle. Mais d'une, j'ai bien remarqué sur la façade extérieure l'endroit repeint. Il n'y a pas de fenêtre. Et de 2, la vitre est totalement transparente puisque j'aperçois ma main au travers quand je la passe derrière comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'illusionniste ? Quand la fenêtre est fermée, on voit un mur à travers la vitre. Et quand on l'ouvre, le mur disparaît et on voit au dehors. C'est insensé. Je reste perplexe un moment à regarder les arbres en contrebas. Et puis je réalise subitement que ce ne sont pas les arbres de ma propriété. Il y a un chemin qui passe devant et puis plus loin, une route nationale. Je n'ai jamais vu ce décor. Ce que je devrais voir, c'est une vieille balançoire rouillée à côté d'un pommier mort. Et plus loin, une rangée de tuyas. Pas cette lisière de forêt bordée d'une route de pierre. Je secoue la tête. Comment expliquer ça ? Il ne s'agit pas d'une image fixe. Il ne s'agit pas d'une image déformée comme celle d'un rêve ou d'une fantasmagorie, mais d'une scène réelle. Quel que soit le lieu que je suis en train de visualiser, sa réalité est indéniable. Des sons me proviennent, des pépiments d'oiseaux, le clapotis de l'eau sur le feuillage. Je peux même sentir le vent et l'odeur caractéristique de la pluie sur la terre et les écorces mouillées. Il faisait plein soleil tout à l'heure, sans un nuage. Comment le temps aurait-il pu changer aussi brutalement ? Mon esprit me suggère une conception saugrenue. La fenêtre donne sur un monde parallèle, comme dans l'histoire de Graham Masterton. Bien entendu, je peux pas admettre une telle aberration. Mais alors qu'est-ce qui m'arrive ? J'étends mon bras droit pour passer mon poing au dehors. Et là, autre surprise, mon sens du toucher se heurte à la dureté des moellons constituant le mur. Je me blesse les phalanges de l'index et du majeur. Aïe ! Je peux donc voir, sentir et même entendre ce monde au-delà de la fenêtre, mais je ne peux pas l'atteindre. J'hésite à appeler Forban pour qu'il vienne me confirmer que lui aussi voit la même chose et que je suis pas devenu cinglé. Mais je reste figé parce que quelque chose a bougé là-bas. Sur le chemin caillouteux, je perçois une forme qui s'approche. Un humain, sans le moindre doute, qui longe la ligne forestière. C'est une femme, rousse, vêtue d'une robe bleue. Elle court en maintenant le col de sa veste en jean sur sa tête. Elle semble avoir été surprise par l'intempérie. Un homme cagoulé, surgissant de derrière un bosquet, vient à sa rencontre. Bon sang, j'y comprends rien. En apercevant l'homme, la femme fait demi-tour et se remet à courir dans l'autre sens. L'homme la poursuit. En quelques enjambées, il finit par la rattraper. Je le vois l'empoigner par les cheveux et la tirer sur le sol. Il la couche sur le dos, puis saisit un couteau accroché à sa ceinture. Il applique la lame sur la gorge de sa proie. Je ne peux réprimer un « Non !» J'entends la femme crier, mais elle ne m'entend pas. L'homme déchire sa robe, et je ne peux décrire ce que je vois. Ce qu'il lui fait m'oblige à détourner le regard. Cependant, je perçois les cris désespérés de la victime et les jubilations rauques de l'agresseur. Je songe un instant à appeler la police, mais quoi dire ? Comment expliquer une situation aussi inconcevable ? Cette scène est elle-même en train de se dérouler réellement ? Mon réflexe est de refermer la fenêtre. Mais juste avant, je vois malgré moi l'homme masqué planter sa lame à plusieurs reprises dans la poitrine de la pauvre inconnue. Et une mare de sang se diluer dans les rigoles de pluie. Puis il lui ouvre la gorge et commence à arracher la peau de son visage.
Un éclair m'éblouit, un coup de tonnerre rugit, et je referme le battant. Suffocant, terrifié, je me plaque au mur et je souffle par la bouche pour tenter de reprendre mon sang-froid. Je suis totalement retourné, chamboulé. Ai-je réellement assisté à un meurtre ? Ou tout ça n'était qu'une illusion ? Petit à petit, j'atterris. Je me raisonne. Soyons logiques. Il est d'une part impossible de voir à travers un mur, et d'autre part de percevoir un lieu différent de ce qui devrait se trouver derrière. Tout ça n'est possible que sur un écran. J'en déduis qu'il doit y avoir un dispositif de diffusion d'images dissimulé quelque part. Allez, je souffle et m'apprête à rouvrir la fenêtre pour vérifier. Papa? Ah, papa, t'es là. Y a quelqu'un pour toi en bas. Ok, je descends. Enfin, je remonte. Enfin, C'est quoi ce que j'y vis? aucune idée, j'ai trouvé cette planque en inspectant la maison. Qui est en bas ? Je sais pas, Antoine Vernet ou un truc dans le genre là. Anton Vernet. Il passait, paraît-il, juste pour voir si tout allait bien dans la maison. Sur le pas de la porte, j'ai essayé de couper court à la conversation. Nelia et Ludivine sont revenus des courses à ce moment. Ma femme l'a invité à entrer. Bah, ne restez pas sur le perron. Rentrez 2 minutes boire un café. Je l'ai maudite. Mais je dois avouer que finalement, en m'obligeant à converser avec Anton Vernet, j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de notre nouvelle baraque. C'est pas que le mec soit très loquace, mais sa langue s'est déliée quand je lui ai parlé de ma découverte au 2e étage. Évidemment, je n'ai pas fait mention de ce que j'avais vu par la fenêtre murée. Mon père n'était pas très vieux, mais il s'est mis à délirer quand il a perdu la vue. Peu après le décès de ma mère. Il prétendait avoir des visions prémonitoires et pouvoir communiquer avec les esprits. Il sentait des courants d'air froid et affirmait être frigorifié. Alors, pour le rassurer, j'ai pris la décision de condamner la fenêtre du 2e où il avait sa chambre, puis d'isoler le couloir avec une cloison. Anton Vernet a encore échangé quelques politesses avec ma femme et moi, puis a terminé son café d'un trait. Je referme la porte sur ses talons. C'est quoi cette histoire de cloison? À la pièce dérobée dont je te parlais, on y accède par une trappe, par le grenier. Ah oui. Eh bien, tu vois, t'as enfin ton explication. Le fils a fait faire ça pour le bien de son père. Ouais, je crois pas en cette histoire d'isolation. On n'isole pas une maison en condamnant une fenêtre. Et puis pourquoi une cloison et pas simplement une porte? Oh écoute, j'en sais rien. Ne cherche pas midi à 14h. Si on veut gagner de la place, on fera sauter la cloison et on n'en parle plus. Je n'ai jamais compris ta manie de voir du mystère partout. Je ne vais pas en rajouter en expliquant ce que j'ai vu là-haut. En tout cas, pas avant d'avoir vérifié qu'il s'agit bien d'un dispositif vidéo ou autre. D'un autre côté, je me demande bien dans quel but Vernet, ou quelqu'un d'autre, aurait mis au point une telle installation. Je me refuse à croire que la vision était réelle et je me refuse davantage à croire que ça puisse avoir été une hallucination. Après le dîner, finalement piqué par la curiosité, Ludivine m'accompagne jusqu'au grenier et nous descendons dans la petite planque. Avoue quand même que c'est intriguant cette pièce aveugle. Je dirais que c'est un manque de sens pratique. Mais après tout, les hommes ne sont pas réputés pour leur sens pratique. Ah ouais, eh ben attends un peu de voir ça. Et à ce moment, je tourne la poignée de la fenêtre et j'ouvre brusquement. Merde! Je reste consterné. Ma femme soupire. Une fenêtre qui donne sur un mur. Effectivement, c'est assez rare. Mais pas de quoi se monter un bateau. Anton Vernet n'est pas un pro du bricolage, voilà tout. Je trouve ça touchant comme maladresse. Ah bah voilà autre chose. Elle le trouve touchant maintenant. J'évite de faire le jaloux pour éviter qu'elle ne me remette l'histoire d'Ursula sur le tapis. Mais après le mystérieux énigmatique, c'est le maladroit touchant. Je vois vraiment pas ce que ce type a de touchant. Ok, il est grand, imposant, il sent bon l'aftershave, mais c'est pas ce que j'appellerais un beau mec. Tout chez lui semble sombre. Ses yeux, ses cheveux, son teint, sa mine. Comment peut-on le définir de touchant ? Allez, je vais dire que Lydie a mal choisi son terme. J'oublie. Parce qu'en réalité, ce qui m'intrigue dans l'instant, c'est que le mur soit réapparu derrière la fenêtre. Oui, je sais, c'est ça qui est normal, me direz-vous. Mais alors pourquoi il avait disparu tout à l'heure ? Je jette un œil sous les montants, le long des encadrements, pour trouver ce qui aurait pu diffuser les images que j'ai vues. Dans le même temps, je repense au vent, au son et aux odeurs que j'ai perçues. Me voilà face à un mystère, ou en proie à une bien étrange maladie mentale. Je referme la fenêtre et nous regagnons le grenier par l'échelle, On pourra faire sauter cette cloison, dit Ludivine. mettre une porte pour faire un cagibi. Mais pour le moment, on a encore du pain sur la planche avant de s'occuper de ça. Je suis d'accord. 2 jours plus tard. Pas mécontent de reprendre le boulot. Même si mettre ses doigts dans la bouche des gens, sentir des haleines fétides, arracher des dents carriées et poser des prothèses n'est pas ce qui me passionne le plus,
J'apprécie de pouvoir les soulager et accessoirement d'alléger leur portefeuille au profit du mien. Au moins, j'ai le sentiment d'exercer un métier utile. On peut se passer d'un député ou d'un ministre, mais enlever les dentistes de ce monde, et votre vie deviendra un enfer, tôt ou tard. On peut d'ailleurs se rendre compte de l'importance de ma fonction à la vue de mon planning du mois. C'est rempli, et même, ça déborde. Plus de place pour d'éventuelles urgences. Ce cabinet tourne plein pot. Ma nouvelle secrétaire, Edmonde, touche à sa fin de carrière. Lui arracher un sourire tient du miracle, et j'ai l'impression que ma tête ne lui revient pas. Qu'importe, j'enchaîne les soins de 8h à 18h30 avec une pause à midi, j'ai pas tellement l'occasion de subir ses petits regards de fuine et ses moue dédaigneuses. Quand elle me parle, c'est du bout des lèvres, avec un ton plus neutre qu'une voix synthétique. Jacques, l'orthopédiste, que j'ai croisé ce matin et qui exerce dans le cabinet d'en face, m'a paru bien plus sympathique. Je découvre mon nouvel environnement, et mes patients. Des enfants, des octogénaires, et tout ce qui se trouve au milieu. À midi, Jacques, l'orthopédiste, me conseille un snack bar en ville, et je l'accompagne au Malbar, où le personnel est effectivement très gentil. Gentil, histoire à découvrir ou redécouvrir sur la chaîne Sturpy Horror Stories. Tout en mangeant mon cheeseburger, je bavarde avec Jacques. Passé le stade du vouvoiement, nous faisons connaissance. De 15 ans mon aîné, dégarni sur le dessus, décontracté, respectueux et instruit, c'est la manière dont je le décrirais. Et j'ajouterais bavard. De temps à autre, nous rebondissons sur les actus diffusées en sourdine à la télé dont nous ne sommes pas loin. Donc, tu exerçais à Lyon avant d'atterrir ici ? Je ne rentre pas dans les détails, je lui dis simplement que ma femme et moi avions envie de changer d'air. Il cligne lentement des yeux en m'adressant un sourire condescendant, du style « Ah, je comprends que t'aies pas trop envie d'en parler, je change de sujet. » Bah, disons que la maison nous a tapé dans l'œil, quoi. Oui, celle du père Vernet. Une belle baraque, en effet. Tu connais ? Oui, Gustave Vernet était mon patient vers la fin de sa vie. Quand il pouvait plus se déplacer, je lui ai rendu visite plusieurs fois. Et ma belle-fille infirmière lui prodiguait des soins à domicile. C'est une belle petite propriété, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le fils l'a fait retaper complètement avant de la remettre en vente. Du bon boulot. Ah d'accord, moi je croyais que c'était le père qui avait entretenu la maison. Non, c'est son fils Anton, avec l'argent de l'héritage. Il a hérité des horlogeries Vernet et fils. Cela dit, c'était déjà lui qui gérait les affaires depuis que Gustave était devenu aveugle. En voyant passer le grand serveur en salopette auquel il manque un œil, je ne peux m'empêcher de penser qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. J'ai honte et m'abstiens de soumettre ma blague idiote. Jacques n'est pas encore ce qu'on pourrait appeler un pote. Tu le connais bien ? Je veux dire, le fils, Anton Vernet. Jacques donne un coup d'œil distrait sur son téléphone. Non, j'ai dû le croiser une fois. Il vit dans un studio au-dessus de sa boutique en ville. Ils ont une deuxième boutique à Genève, gérée par des employés. Du temps où le père gérait celle-ci, Anton effectuait des déplacements dans toute la France pour réparer des horloges des églises et les édifices de l'État. Vernet et fils, c'est une franchise très réputée dans leur domaine. Donc le gamin, il n'a pas de souci à se faire quant à son avenir financier. Sur la terrasse que nous pouvons voir depuis la table où nous sommes installés, le grand serveur en salopette bavarde avec 3 jeunes clients. Pourquoi continuer à vivre dans un studio alors qu'il pourrait maintenant habiter la maison léguée par son père ? Ça doit lui rappeler des souvenirs pénibles. Il a perdu sa sœur Greta dans cette maison quand il était ado. On l'a retrouvée pendue. On imagine bien la tristesse des parents. La mère, désespérée, a fini par se pendre 2 ans plus tard. Gustave Vernet est entré dans une profonde dépression, dont il n'est jamais sorti d'ailleurs jusqu'à sa mort l'an dernier. Anton Vernet m'a fait comprendre que son père était devenu sénile. Je n'ai jamais eu l'impression que Gustave Vernet était sénile. Par contre, beaucoup prétendent qu'il a développé un don en perdant la vue. Après, on y croit pas, mais ça ressemblait pas à de la sénilité. D'après ma belle-fille, il a fait des prémonitions qui se sont avérées vraies. Le vieil homme était donc une sorte de voyant ? En quelque sorte. D'ailleurs, il n'était pas si vieux. Il n'avait que 64 ans quand il est mort. Mais la maladie pour laquelle je le soignais l'a privé progressivement de l'usage de ses jambes. Il ne voyait déjà plus depuis longtemps. On peut dire que le malheur ne l'a pas épargné. Pauvre homme. Paradoxalement, en perdant la vue, il est devenu clairvoyant. Des gens venaient lui rendre visite pour avoir ses prédictions. Ma belle-fille m'a raconté qu'un jour, il lui a fortement déconseillé de passer par l'autoroute A6 pour rentrer chez elle. Ce qu'elle faisait quotidiennement à la fin de ses tournées. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle a tenu compte de l'avertissement de Gustave Vernet. Elle a pris un chemin bis. Le lendemain, le journal local reportait un carambolage et 3 morts sur l'A6, à l'heure où elle aurait dû passer. Effectivement, c'est troublant. C'est peut-être une coïncidence. Je suis pas non plus du genre à croire à ce genre de choses, mais on lui attribue aussi le sauvetage d'un gamin qui aurait failli se noyer dans le lac de Bronville. La mère du petit qui raconte ça, elle dit que Gustave, chez qui elle était venue faire la lecture, a eu la vision de l'enfant en train de se noyer alors que le gamin était en week-end avec son père. Elle a appelé immédiatement le père.
Et lui, il avait laissé le gosse au bord du lac pendant qu'il était parti se vider un godet au bar. La mère l'a supplié d'aller voir et effectivement, le père a trouvé son fils en train de couler dans les eaux noires du lac. Sauvé in extremis. Dingue. Bon, il n'était pas fou ni sénile, mais c'était quand même un original. Parce que, bien qu'étant aveugle, il disait que ses visions lui apparaissaient en regardant par la fenêtre. C'était sa métaphore, regarder par la fenêtre. Évidemment, ce détail me fait tiquer. On sait quelle fenêtre ? Oh, je pense que c'était imagé. Il faisait référence à une fenêtre imaginaire, un peu comme les hippies et leur histoire de porte de la perception. Jacques se lève. Tu rebois un truc ? Une eau plate. Je fais un saut aux toilettes et je commande. Ici, ça va toujours plus vite d'aller commander que d'attendre le serveur. Il est pas méchant, mais disons, un peu long à la détente. Tandis que je m'attarde sur certains détails de la déco du snack bar, j'entends du vacarme sur la terrasse. Le serveur vient de s'étaler de tout son long en faisant tomber son plateau. Les clients autour, des étudiants pour la plupart, rient à gorge déployée. Je me dis que nous autres, les êtres humains, sommes bien féroces à travers notre stupidité. Mais mon esprit en revient à cette histoire de fenêtre et aux visions prémonitoires du père Vernet. Comment ne pas imaginer qu'il puisse y avoir un lien avec ce que j'ai vu moi-même par la fenêtre murée ? Bah non, c'est tout bonnement impossible. Une fenêtre qui ferait office de boule de cristal ? Je refuse de croire à un truc pareil. Quand Jacques revient avec les verres, nous avons juste le temps de les vider pour ne pas arriver en retard à nos cabinets respectifs. Toute la journée, je n'ai fait que ruminer cette histoire de fenêtre. Est-ce que je dois en parler à Ludivine ou à quelqu'un d'autre ? C'est un coup à passer pour un fou. Comment convaincre qui que ce soit si moi-même je ne peux pas y croire ? Je dois me rendre à l'évidence, j'ai eu une hallucination, sûrement due au stress du déménagement et aussi au fait de perdre tous mes repères. Ce soir, je retournerai voir et je demanderai à Forban de m'accompagner. S'il n'y a rien, c'est que j'ai déliré. Je tairai cet épisode et on n'en parlera plus. Forban n'est pas enchanté de me suivre. Il avait mieux à faire avec ses potes sur Call of Duty. Ces foutus ados connectés. Tu donnes la majorité de ton temps pour les torcher, les élever, leur faire à bouffer. Tu trimes pour leur assurer un avenir. Et dès que tu leur demandes 10 minutes de leur précieux temps, ça les emmerde. Punaise, avec mon père, c'était pas la même. Quand dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Et chez nous, il n'y avait pas la télé. Mais bon, je m'emballe. Il est là, finalement, il se prend au jeu. Parce que de ce côté-là, il tient de moi. Il aime le mystère. Et j'ai hâte d'ouvrir les battants de la fenêtre. Je ne sais même pas si je préfère qu'il n'y ait rien, ou si le contraire me rassurerait. Quelque part, partager cette vision avec mon fils me confirmerait que je ne suis pas fou. Mais ça amènerait à une explication irrationnelle. Et s'il n'y a que le mur derrière, ça impliquera que je suis le seul taré de cette famille et ça m'afflige de devoir l'envisager. Je tourne la poignée. Et blam ! Je prends la preuve de ma folie en plein visage. C'était évident qu'il y aurait là qu'un mur d'agglos. Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autre ? L'intérêt de Forban pour la pièce mystérieuse s'arrête là. Il remonte avant moi. Je hausse les épaules, je referme la fenêtre et je quitte la pièce à mon tour. Dimanche pluvieux. Mon seul jour de repos. Ça ne fait que dégringoler depuis hier soir. Mais qu'à cela ne tienne, j'aménage ma salle de bricolage au sous-sol. Je place mon établi, mon étau, mes étagères à outils, et j'y prends un immense plaisir. 16h. Je remonte à la cuisine pour me faire un petit café. Je suis bien placé pour savoir que ça jaunit les dents, mais avec 2 brossages quotidiens et seulement 2 tasses par jour, aucun risque de jaunissement. C'est un professionnel qui vous le dit. Nélia a toujours cette manie de laisser la télé allumée même quand elle la regarde plus. Ça a vraiment le ton de m'énerver. Je trouve la télécommande dans les plis du canapé. Mon doigt reste suspendu au-dessus du bouton rouge de mise en veille. Je reste bouche bée. Les infos. N'allez pas le croire. Mon cœur accélère. Bon sang, je n'ai aucun doute sur ce que montre le téléviseur. Je monte le son, car j'ai reconnu cet endroit. C'est le chemin à la lisière du bois, où j'ai vu la femme se faire assassiner. La peau du visage littéralement arrachée. Ce qui ressemble beaucoup aux méthodes du tueur que tout le monde surnomme le voleur de visage, et qui sévit dans plusieurs départements. Après plusieurs coups de couteau, l'agresseur a achevé sa victime en l'étranglant à l'aide d'un cordon. L'analyse des images de vidéosurveillance sont en cours, et un appel à témoins est lancé par la police, qui estime qu'il s'agit d'un homme de grande taille, circulant en fourgonnette de couleur foncée. La mort est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi, aux abords de la N17 à Chantilly-les-Blasons. Bon sang, j'ai eu la vision d'un crime avant qu'il ne soit commis. Chantilly-les-Blasons. Je vérifie sur map. Ça se situe à 80 km d'ici. Pourquoi verrais-je des images d'un lieu aussi éloigné ? Et pourquoi spécifiquement cet événement tragique et pas un autre ?
Là, je nage dans le brouillard, dans une totale incompréhension. Est-ce moi ou cette fenêtre qui a généré la vision prémonitoire? Si je raconte ça, on va me prendre pour un fou. Bon sang, et si je dis rien, je vais me sentir complice. Ou tout du moins, témoin. Et dans ce cas, me taire est un délit. Mais si j'en parle, on va penser que je peux être impliqué d'une quelconque manière. Ok, je garde ça pour moi pour l'instant. Je n'ai jamais eu d'hallucination, vécu la moindre expérience surnaturelle et encore moins effectué de lecture du futur. Plus les semaines passent et plus je me dis que mon cerveau m'a joué un sale tour. Peut-être en inversant chronologiquement les deux événements. Serait-il possible que j'ai imaginé avoir vu la scène, avant le meurtre, alors que je l'ai vu après? C'est sûrement ce que déduirait un psy. Et j'en viens également à trouver cette explication plus rationnelle. En même temps, ça signifierait que j'ai un sérieux problème. Alors comme chaque jour des 3 derniers mois, je me rends dès que c'est possible dans la pièce cachée. Et à chaque fois, j'ouvre la fenêtre. Et à chaque fois, je retrouve le mur de moellon. Aujourd'hui, je vais m'acharner pour la énième fois, et ce sera peut-être la dernière. Je vais ensuite oublier tout ça et arrêter de me prendre la tête sur cette énigme. Je ne m'attends plus à trouver autre chose que le mur en ouvrant la fenêtre. Je commence à admettre que j'ai été en proie à un épisode de bouffée délirante, en croyant voir l'assassinat se dérouler sous mes yeux avant qu'il n'ait lieu. Mais du moment que ça ne se reproduit plus, c'est que c'était passager. Mais là, en écartant les battants, j'ai presque les larmes aux yeux. Une boule d'angoisse me pousse au ventre, je recule d'un pas. Je viens d'ouvrir la fenêtre et de nouveau, un décor qui m'est inconnu apparaît plus vrai que nature en lieu et place de ce qui devrait être le mur. Je visualise une rue sombre, une ruelle en cul-de-sac. J'entends le bruit lointain de la circulation, je sens les gaz d'échappement. Une camionnette grise roule au pas, jusqu'à une benne à ordures métalliques. Un homme descend du véhicule. Il ouvre les portes arrière et extirpe un corps inerte du fourgon. C'est le corps d'une femme, à moitié nue, la poitrine lacérée et le visage arraché, méconnaissable. Sauf que la robe déchiquetée portée par le cadavre me rappelle étrangement la robe fuchsia que j'ai offerte à Ludi pour son dernier anniversaire. L'homme la saisit comme un sac de sable et la balance dans le container. Une main de la femme reste brièvement suspendue par-dessus le rebord et je reconnais sans la moindre hésitation l'alliance de Ludivine et la bague de pouce qu'elle s'était achetée lors de nos vacances au Baléares. Mes yeux, comme ma bouche, restent béants de stupeur. Mais alors que je crois la vision d'horreur à son summum, l'homme sort un second corps de sa fourgonnette et un cri s'échappe de ma gorge. « Nélia, non !» Ma femme et ma fille. Et tout en les reconnaissant, je reconnais également l'homme à visage découvert. C'est Anton Vernet. Il remonte dans la camionnette et repart en silence. Je reste un long instant perclus à observer la benne à ordures comme si ma femme et ma fille allaient en ressortir. Je fonds brusquement en sanglots. Mais ça n'est pas inéluctable. Ceci n'est pas encore arrivé. Je peux encore intervenir et éviter que ça se produise. La police, prévenir la police. Il n'y a que ça à faire. Je vais leur faire part de mes doutes sur Anton Vernet, ils iront vérifier et trouveront probablement des preuves qu'il est le tueur tant recherché. La première fois, j'ai vu la scène 3 ou 4 jours avant que ça n'arrive. J'ai donc au moins 72 heures pour agir. Avant d'aller voir les flics, je vais aller rendre une petite visite à Vernet. L'horlogerie Vernet et Fils a été facile à trouver, mais c'est fermé. Je sonne à la porte privée. Pas de réponse. Je me poste dans ma voiture un petit peu plus loin et j'observe. Il finira bien par rentrer. Mais je suis témoin d'une chose à laquelle je m'attendais pas. Au lieu de voir revenir Vernet, je vois la porte de chez lui s'ouvrir et Ludivine sortir. Elle jette des regards à la ronde, visiblement sur le qui-vive. Non, pas ça. C'est pas possible. Ludivine avec Anton Vernet. Mais quand tout ça a-t-il pu commencer? Et je n'y ai vu que du feu. Attends, t'emballe pas. C'est peut-être juste une histoire de paperasse pour la vente de la maison. Ludivine me donnera une explication. Mais quand je rentre à la maison, Ludi ne dit rien. Elle a même l'air particulièrement épanouie et d'humeur joviale. Tiens, elle a fait une teinture dans ses cheveux. Teinture à cajou.
quelle drôle d'idée. Je n'y tiens plus, je lâche le morceau, d'une manière peut-être un petit peu brutale. Alors, il est touchant l'énigmatique Vernet? Monsieur le beau mystérieux? Il t'a bien touché? Qu'est-ce que tu racontes, Bernard? Je t'ai vu sortir de chez lui. T'avais l'air d'avoir quelque chose à te reprocher. Mais non, pas du tout. Enfin, Bernard. Je t'ai vu! Arrête de me prendre pour le dernier des cons! Eh bien, tu as mal vu. Je serre les dents, m'avance et agite mon index menaçant sous son nez. N'essaye pas de me prendre pour un lapin de 6 semaines, lui dit. Ah, c'est comme ça. Baisse ton doigt immédiatement, Bernard, ou je te le casse. Ah ouais? Tu veux finir en sang dans une benne à ordures, avec le visage arraché, c'est ça que tu veux? Elle a un mouvement de recul et me regarde avec des yeux pleins d'effroi. Bernard, tu es devenu fou. Non, c'est pas moi le fou, c'est lui. C'est un psychopathe, tueur de femmes. C'est le voleur de visage. Quoi? Oui, tu as bien entendu, ton Anton Vernet. C'est le voleur de visage, le tueur que les flics recherchent depuis X années. Tu délires, mon pauvre vieux. Inventer une histoire pareille, mais tu devrais avoir honte. Elle se met à arpenter le salon et récupère au passage son sac à main, sa veste et les clés de sa voiture. Ah oui? C'est moi qui devrais avoir honte? Espèce de traînée, va! Pardon? Répète un peu ça. Oui, traînée! Salope! Ludivine enfile sa veste. Allez, c'est bon, j'en ai assez entendu, je me casse. Et prépare-toi pour le divorce, mon pauvre Bernard. T'es peut-être pas un lapin de 6 semaines, mais tu baisses tout comme. T'auras bientôt de mes nouvelles. Là-dessus, elle claque la porte et je reste comme un rond de flanc. Au moment où j'entends le moteur de sa voiture, je me précipite à sa poursuite, mais trop tard. L'Audi S1 est déjà en train de s'éloigner dans un nuage de poussière au bout de l'allée. Et puis merde, elle retourne la situation comme si j'étais fautif. Moi j'ai assumé quand elle m'a pris en faute. J'aurais pu aussi m'offusquer et la planter avec sa rage il y a 6 mois. C'est vrai quoi. Mais tout ça me fait oublier le danger qu'elle court. Et Nelia. Si la vision montrait la vérité, ma fille aussi allait être victime du psychopathe. Je me précipite au premier et frappe à la porte de sa chambre. Oui? T'es là ma puce? Tout va bien? Bah oui, pourquoi ça irait pas? Pour rien, pour rien. Tu comptais sortir dans les prochains jours? Papa, où tu veux que j'aille? La rentrée c'est dans 2 semaines, je connais encore personne ici. Oui, évidemment. C'est bien, c'est bien. Forban sort de sa chambre en caleçon. Maman m'a envoyé un WhatsApp. Vous vous êtes encore pris la tête? Bah, disons qu'on a eu un désaccord et que ta mère est partie faire un tour pour se calmer. Moi, elle m'a écrit qu'il a porté plusieurs jours, hein. Ah bon? Oh bah, elle va sûrement aller chez votre grand-mère à Reims. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu votre grand-mère d'ailleurs? Tu veux qu'on aille là-bas avec maman, c'est ça? Non, c'était juste pour dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de mamie Nicole. Non, mais c'est pas le sujet, pas. Vas-y, lâche l'affaire. Je te dis bonne nuit. On se verra demain. Je me doute qu'il va échanger des messages avec sa mère durant une bonne partie de la soirée. Peut-être que par sécurité, je devrais envoyer aussi les enfants chez ma belle-mère. Néanmoins, en réfléchissant, je me dis que mon intervention et la dispute ont possiblement détourné le destin et que les meurtres de ma femme et de ma fille n'auront donc pas lieu. À condition qu'elle aille effectivement chez sa mère et pas chez ce Vernet. Le contraire est aussi possible. La dispute a pu être le point de départ du cheminement qui mènera au meurtre. À partir de quelle action l'enchaînement se déclenche ou se désamorce-t-il? D'ailleurs, la question est: puis-je réellement changer ce que j'ai vu dans la prémonition? Autre question, était-ce une prémonition? Ou un délire de ma part? Ce qui est certain, c'est que Ludie sortait des appartements privés de Vernet et fils, et qu'au moins pour ça, j'ai droit à une réponse. Je frappe à la porte de la chambre de mon fils. Ouais? J'entrouvre la porte. Est-ce que ta mère t'a dit où elle allait? D'après toi, elle est chez mamie. Tu m'as mytho alors? J'ai rien mitonné du tout, j'ai présumé. De toute façon, où voudrais-tu qu'elle aille? Bah, je te retourne la question. Elle répond pas à mes messages, de toute façon. Mon fils sait lire mon regard. Il voit bien que je ne lui donne pas toutes les infos. Dois-je lui dire que sa mère souhaite la rupture après une aventure avec le type qui nous a vendu cette maison? Que le type est un psychopathe tueur en série? Mais que je suis le seul à le savoir parce que j'ai eu une révélation en regardant à travers un mur derrière une fenêtre? Dois-je vraiment lui dire ça? Il va croire que je lui résume la saison 1 d'une nouvelle série Netflix. Je t'avoue, j'en sais rien. Je referme la porte de sa chambre. Malgré ma colère contre sa mère, je ne me résous pas à lui dire la vérité. Après tout, Ludie avait tenté d'épargner Nelia et Forban quand j'ai déconné. Bon, ils ont fini par comprendre d'eux-mêmes, au gré de nos disputes épisodiques. N'allez pas croire que les ados se désintéressent complètement du sort de leurs parents. Ils sont pas toujours égocentriques et égoïstes. Je tente d'appeler Ludivine, mais elle a coupé son téléphone. Voilà pourquoi Forban n'a pas de nouvelles. Je prie pour qu'elle ait décidé d'aller chez sa mère. Trop de questions sans réponse. Une menace invraisemblable. La peur de me tromper. La peur que ça soit vrai. La peur de laisser mes ados seuls dans la nuit pour me jeter à la poursuite de Ludivine. Je retourne dans la pièce dérobée devant la fenêtre murée. J'espère voir si mes actions ont modifié le destin. J'écarte les battants. Cette fois, il n'y a pas de ruelle.
mais pas de mur non plus. Nous sommes de toute évidence dans le clocher d'une église. Au sommet, sous la voûte. Il fait sombre, mais je perçois Ludivine et Nelia, adossées au ponton de pierre, ligotées et bâillonnées. Elle semble consciente, mais ma fille saigne au front. Je les entends gémir. Une fois de plus, j'ai le réflexe d'intervenir. Nelia, Ludi! Mais évidemment, elles ne m'entendent pas. Mon champ de vision est restreint comme par le cadre d'une caméra et parfois, mon angle de vue se modifie dans un rapide floutage. J'ai aucun contrôle sur ce que cette fenêtre boule de cristal décide de me montrer. Les gros engrenages de l'horloge s'entrecroisent dans un bruit métallique. L'énorme cloche pend, inerte, au centre. Une odeur de cire fondue flotte et Anton Vernet se tient debout, scrutant l'horizon par une lucarne. Son poing droit serré autour du manche d'un immense couteau de chasse, il marmonne, au vent, des mots incompréhensibles. Mon Dieu, qu'a-t-il bien pu se passer entre maintenant et ce futur macabre dont je suis témoin? Comment Nelia a-t-elle pu se retrouver là? À quel moment aurait-elle rejoint sa mère? À cet instant, je me persuade que ça ne peut pas être la réalité. Je suis convaincu que tout ça n'est qu'une projection de mes pires craintes. Ça ne peut pas être le futur. C'est un jeu tordu de mon esprit. Mais Anton Vernet se retourne brusquement et s'adresse à moi. Tu es là, n'est-ce pas? Tu ne vas donc jamais me lâcher? Toujours à mes pieds, à vouloir m'empêcher d'accomplir mes objectifs? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Maman savait, mais elle ne me disait rien. Quand tu battais Greta, tu lui faisais subir bien pire. Quand tu me battais comme un chien sur le béton de la cave, parce que je tentais de la défendre. Et quand tu l'as pendue en faisant passer ça pour un suicide, pour ne pas qu'elle parle. Maman savait et gardait toujours ce sourire de surface. Mais aujourd'hui, je leur enlève ce sourire. Je soulève leur masque. Tout comme celui de maman s'était arraché sur le câble auquel elle s'était pendue à cause de toi. Mais je suis un pire monstre que toi, Vernet. Vernet, fils, c'est toi, c'est moi. Bon sang, j'assiste à une conversation entre Anton Vernet et Feu son père. Ou plutôt, un monologue. Ce que je perçois n'est autre que la perception de Gustave Vernet. Le père qui, même dans l'au-delà, surveille son fils depuis la fenêtre. Et tout mon corps frissonne. Je me tiens précisément là, devant cette fenêtre, et je vois ce qu'il voit. En quelque sorte, il se sert de mon esprit pour percevoir et ressentir. Le fantôme du vieux est en moi. Ou du moins, il émet et reçoit ses perceptions à l'intérieur de ma tête. Cette famille était folle, cette famille était malsaine, et il fallait que ça tombe sur nous. Il y avait un tueur, un seul, et il a fallu que ma femme aille s'enticher de lui. Et tout ça par ma faute finalement, car sans le déménagement lié à mon infidélité, on n'en serait pas là. Il est évident que c'est ce que dirait Ludivine, et elle n'aurait pas tort. Si je peux éviter que le drame ne se produise, je vais faire le maximum. Soudain, j'entends le bruit sourd d'un moteur. Il me faut du temps pour réaliser que ça provient de l'extérieur de la maison et pas de la vision prémonitoire dans laquelle Anton Vernet donne des coups de couteau dans l'air autour de lui. Il est hystérique. Une porte claque en bas, puis une deuxième, puis une portière, puis le moteur vrombit une nouvelle fois et s'éloigne. Bon sang! Mon pied est déjà sur le premier échelon de l'échelle, j'ai un mauvais pressentiment. Mais la scène qui se poursuit par la fenêtre des prémonitions me retient un instant. Je croyais être au bout de mes surprises, il n'en est rien. Mon moi futur vient de surgir dans le clocher. Il se jette sur l'homme au couteau. Je me vois en train d'essayer de neutraliser Vernet. J'assiste à un combat entre moi-même et un psychopathe. Tout ça dans un futur proche. Qui a déjà vécu un truc pareil? Ma raison a complètement éclaté. Ma perception de la réalité tente de s'accrocher à une logique, mais ce kaléidoscope de probabilité et de non-probabilité me submerge. Vernet tente à plusieurs reprises de m'asséner un coup de couteau. Je l'esquive 3 fois et suis blessé au niveau des côtes à la 4e tentative. Alors il me pousse et je rebondis contre la masse métallique de la cloche avant de tomber par la trappe. En heurtant le sol de l'église 20 mètres plus bas, mon corps émet un bruit qui se réverbère jusqu'ici. Je suis pétrifié. Je viens d'assister à ma mort. Ce qui signifie que si je vole à la rescousse de ma femme et ma fille, je vais y laisser ma peau. Et ça n'est pas terminé car maintenant, Anton Vernet se penche sur Ludivine,
la saisit violemment, l'oblige à s'agenouiller devant lui et lui ôte son bâillon. Elle hurle. Il enfonce sa lame dans son sternum, elle suffoque. Il remet le couteau plein de sang à sa ceinture, attrape son câble et l'enroule autour du cou de ma femme agonisante. À côté, ma fille terrorisée bat des pieds et se tortille, mais en vain. Je ne veux pas en voir plus. Je fuis par le grenier et fonce directement au premier cogné à la porte de Nelia. Elle ne répond pas. J'ouvre. La chambre est vide. J'entre sans frapper dans la chambre de mon fils. Il est surpris mais comprend de suite qu'il y a un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai de bonnes raisons de croire que Nelia et maman sont en danger de mort. Mais justement, maman vient de récupérer Nelia pour aller chez mamie Nicole. J'ai dit que je préférais rester ici, perso. C'est quoi le bail? Un tueur. Un quoi? Il y a un tueur qui projette de s'en prendre à elle. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est quoi ton délire? Prions pour que ce soit qu'un délire. Allez, tu viens avec moi. Je quitte Mornon-Beu plein gaz en direction des appartements de Vernet. En route, je fais un topo rapide à Forban, abasourdi. Je lui raconte aussi pour la fenêtre. Il me voit tellement inquiet qu'il n'ose remettre ma parole en question. Attends, mais si tu t'es vu mourir, ça veut dire que ton intervention va être foireuse. Peut-être que j'y aille moins, non? Ah non, alors ça c'est hors de question. J'ai aucune idée de la manière dont on peut changer le cours du temps, mais je vais certainement pas prendre le risque de te faire tuer à ma place. Et alors on fait quoi? Eh bien, si dans la prémonition je suis parvenu à trouver l'église où il va nous tuer, ça veut dire qu'on va les trouver. Ouais. Mais au lieu d'intervenir, on appellera les flics. Et s'ils arrivent trop tard? Alors on détournera l'attention de Vernet. Mais je m'abstiendrai de monter jusqu'au clocher. À ce moment-là, il sera impossible que j'en tombe et que je meure. Ça se tient. Ça se tente. Je t'aime, mon fiston. Mais moi aussi, faut pas croire. On arrive à la devanture des horlogeries Vernet et Fils. La rue est déserte, silencieuse. Je ne vois nulle part l'audie blanche de Ludivine. Soulagement. Par contre, où chercher maintenant? Je tente de la rappeler en vain. Je demande à Forban d'en faire autant, des fois qu'elle aurait juste bloqué mon numéro. Mais il tombe directement sur la messagerie. Laisse-lui un message. À le moment, c'est Forban. Rappelle-moi vite, s'il te plaît, c'est hyper important. Il raccroche. Et maintenant, on fait quoi? Appelle mamie Nicole, demande-lui si ta mère l'a prévenu de son arrivée. Mais évite de l'alarmer, il est 22h40. Dis-lui qu'il n'y a rien de grave, mais que ta mère a oublié ses lunettes ou un truc comme ça. Forban discute quelques minutes avec sa grand-mère. Nous sommes rassurés. Ludivine a effectivement l'intention de la rejoindre à Reims, en compagnie de Nelia. Je souffle. J'ai envie de croire que le plan de Vernet est déjoué. Mais par sécurité, je suggère à mon fils que nous suivions l'itinéraire vers Reims pour nous assurer que Nelia et Ludie arrivent à bon port. Environ 3 heures de route. Au bout d'un moment, Forban me regarde en penchant la tête. Dis, papa, Ouais. t'aurais pas inventé toute cette histoire pour que je te suive, j'espère? Quoi? Je veux dire, le tueur et tout ça, en fait. Comment voudrais-tu que j'invente une histoire pareille? Il me faudrait une sacrée imagination quand même, tu trouves pas? Ouais, sûrement. Et puis tu sais, il faut pas croire que... Bon sang, Quoi? c'est pas la voiture de ta mère là-bas? Où ça? Bah là, sur le petit parking là, sous le grand sapin. Mais ouais, t'as raison. Nous descendons de la voiture. Dans celle de Ludie, il n'y a personne. Le côté droit de son pare-choc avant est arraché. La tôle de l'aile froissée. Et là, sur la vitre du côté passager, il y a une trace de sang. Ça, frère, c'est plutôt inquiétant. Ah, je te le fais pas dire. Enfin, appelle-moi papa, je préfère. Je scrute les environs. Une forêt longe la nationale. Tu crois pas, on devrait appeler la police maintenant? Non, on doit d'abord les localiser. Sur le tapis de sol, près des pédales, j'aperçois le téléphone de ma femme. Attends, papa. Nelia m'a envoyé un snap il y a 15 minutes. Pas de message, juste une vidéo. Fais voir. Nous regardons la vidéo qui ne dure que 4 ou 5 secondes. L'image tremble. On n'a pas le temps d'apercevoir quoi que ce soit, mais on entend la voix de Nelia. Celle d'un homme, puis un bruit de choc avant que ça coupe. Ça y est, la panique me reprend. Forban n'en revient pas. Là, il réalise pleinement que tout ça n'est pas une histoire sortie de mon imagination. Désemparé, je tente de rappeler Nelia, mais son appareil est éteint. Attends, regarde. Quand elle a envoyé la vidéo, ils étaient sur cette route. On a la géolocalisation, on peut peut-être la retrouver. Miracle de la technologie, merci Snapchat. Je redémarre et nous fonçons dans la direction d'où la vidéo a été envoyée. Une fois le point atteint, il n'y a pas 30 000 solutions. La seule route continue à travers les bois. Vernet ne doit pas avoir plus de 10 minutes d'avance. J'accélère. Nous arrivons dans un petit bled. Le panneau indique « Frasnard ». Jamais entendu parler. Et maintenant, quelle piste suivre? Tandis que je me pose la question, je vois poindre un clocher au loin. Je ne saurais dire si c'est celui que j'ai observé dans la prémonition, mais je décide d'y aller jeter un coup d'œil. J'avance la voiture dans le centre du village endormi. Je contourne l'édifice. Là, parqué discrètement au bord du cimetière qui ferme la rue,
La camionnette grise de Vernet. Celle que j'ai vue dans la prémonition de la ruelle. Pas de doute. C'est ici que ce pourri compte les mettre à mort. C'est ici que je suis censé mourir. Je coupe le contact en priant qu'il ne nous ait ni vu ni entendu. On doit tout voir de là-haut. Mais peut-être qu'il n'est pas encore dans le clocher. Merde! S'énerve Forban. Quoi? Il me montre son téléphone. Pas de réseau, sans déconner! Le mien non plus. Bon, tu m'attends là, je vais aller voir ce qui se passe. Si j'arrive plus tôt que dans la vision, il est probable que j'évite le pire. Mais comment tu peux savoir? C'est peut-être maintenant que t'arrives dans ta vision. Non, je monterai pas dans le clocher, quoi qu'il arrive. Je vais juste en reconnaissance dans l'église. Essaye de bouger sans trop t'éloigner, et tu appelles les flics dès que tu chopes du réseau. Ok frère, sois prudent, pas... La porte arrière de l'église est verrouillée. Mais par une petite lucarne arrondie, j'aperçois une raie de lumière qui se faufile dans l'obscurité. Vernet a sûrement obtenu la clé dans le but d'une intervention sur l'horloge de cette église. Je frôle les murs à la recherche d'un point d'entrée. Tout est fermé. Je pourrais me mettre à faire du vacarme pour alarmer à la fois le voisinage et le psychopathe. Mais agir de la sorte pourrait aussi provoquer sa colère et avancer l'heure de la mise à mort. Ne pas commettre d'erreur. Le destin peut changer d'un seul coup en ma faveur ou basculer prestamment dans l'horreur. Je mets le pied sur un soupirail dont la grille breloque. Les chaînes et le cadenas qui la maintiennent fermée sont rongés par la rouille. Je tire un coup sec et le cadenas se casse comme un bout de bretzel. Je dégage les chaînes en faisant le moins de bruit possible. Le cœur battant, je m'engouffre dans l'entrée souterraine dont la laine froide me pique les narines et m'enveloppe. Je suis terrorisé, mais j'avance à tâtons dans l'obscurité. Je trébuche sur une marche. Un escalier. Je grimpe. En haut des marches, j'ouvre une trappe. Et me voilà dans la sacristie. Je sors de là, en silence. Mon cœur bat la chamade. Et je tente de ne pas faire craquer les vieilles lattes du plancher sous mes pieds. Devant moi, la nef principale. Vide, obscure. Les vitraux renvoient à peine quelques reflets bleutés des réverbères extérieurs. Je distingue au fond l'escalier de pierre en colimaçon qui mène au clocher. Mais je m'y refuse. Pas question de monter. Pas comme dans la vision. À cet instant, un cri étouffé, féminin, puis un gémissement. Ma gorge se serre. Elles sont là-haut, vivantes. Mais pour combien de temps ? Je longe les bancs, accroupi. Les engrenages de l'horloge au sommet émettent un râle métallique, régulier. Sinistre. Le couteau du temps affûte sa lame. J'arrive enfin au bas de l'escalier. Et là, une voix me parvient, depuis le sommet invisible. Tu es là, n'est-ce pas? Tu ne vas donc jamais me lâcher. Toujours à mes pieds. Tu vas vouloir m'empêcher d'accomplir mes objectifs. C'est Vernet. Je reconnais les paroles qu'il a dites dans la prémonition. Bon sang, j'arrive sur le même timing que dans cette foutue vision. Et je me dis qu'il faut que je change quelque chose dans le déroulement des événements qui vont suivre, si je veux modifier l'issue fatale. Oui, mais comment savoir quel geste va réellement changer la donne ? Comment être sûr que ce geste ne va pas justement provoquer le futur observé par la fenêtre ? Ma logique me pousse à croire que c'est en m'approchant le plus possible de l'instant fatal que je peux retourner la situation. Au dernier moment. C'est là qu'il faut modifier le détail, juste avant que Vernet ne m'attaque, en esquivant différemment un des coups qu'il va me porter, ou en adoptant une posture différente par rapport à la vision. Ou simplement, en le coupant dans son monologue, parce que si je me souviens bien, il avait terminé de vider son sac bien avant que j'entre dans le clocher. Et quand tu l'as pendu en faisant passer ça pour un suicide, pour ne pas qu'elle parle. Si j'y grimpe maintenant, j'aurai de l'avance sur le timing prémonitoire. C'est d'ailleurs étrange. Pourquoi suis-je arrivé plus tard dans la vision ? Un événement va-t-il me retarder ? J'avale les premières marches. La voix de Vernet s'amplifie. Maman savait, il gardait toujours ce sourire de surface. Mais aujourd'hui, je leur enlève ce sourire. Je soulève leur masque. J'accélère, je suis quasiment au sommet. Une odeur de cire fondue me parvient. J'ai quelques secondes d'avance par rapport à la vision. Tout comme celui de maman s'était arraché sur le câble auquel elle s'était pendue. Mais soudain, j'entends faiblement la voix de Forban en bas.
Je descends quelques marches pour l'intimer à se taire. Chut, je suis là, Forban. Tu dois rester en bas, tu m'entends? J'ai réussi à voir la gendarmerie. Ils arrivent. Très bien. Maintenant, je sais que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de retarder Vernet au maximum, en attendant l'arrivée des gendarmes. Je débouche dans le clocher. La lumière d'une bougie vacille dans un coin. La pluie se met à claquer contre les lucarnes. Et là, je les vois, ligotés, bâillonnés, terrorisés. Ludivine et Nelia. Anton Vernet se tient debout, un couteau à la main. Il me tourne le dos. Je m'avance lentement, le cœur à plein régime. Il chuchote, comme s'il parlait à quelqu'un, tout en donnant des coups de couteau autour de lui. Tu as voulu me forcer à oublier. Anton, ça suffit. Lui ordonne une voix. Il se retourne, me fixe avec terreur. Puis son regard se fait implorant. Mais papa, tu es mort. Tu sais que je garde toujours un œil sur toi, Anton. Et là, je réalise avec effroi que la voix que j'entends sort de ma bouche. Gustave Vernet m'utilise pour atteindre son fils. Ma femme et ma fille aussi me fixent avec terreur. Et je comprends que je n'ai pas seulement la voix de Gustave Vernet, mais son apparence aux yeux des vivants. Comme possédé, j'ai l'impression d'être prisonnier de mon propre corps. Non, pire, plutôt que possédé, je suis dépossédé de mon enveloppe charnelle. Gustave Vernet parasite mes circuits comme un pirate détourne un ordinateur. Il lui fallait un véhicule pour atteindre son fils. Et c'est par cette foutue fenêtre qu'il s'est emparé de moi. Et je m'entends dire: Tu en as assez fait. Comment ai-je pu engendrer une telle infamie? C'est ta faute. Tais-toi. Tu n'as jamais été qu'une malédiction. Tu sais très bien que c'est toi qui as tué ta sœur. Tu as tué Greta par jalousie. Elle était tout le contraire de toi. Tu as voulu me mettre ça sur le dos, sa vengeance. Au loin, des éclairs bleus de gyrophares fendent la nuit dans un concert de sirènes. Anton hurle. Il brandit son couteau, vacille. Un pas de côté et son pied glisse. Il trébuche en tentant de m'infliger un coup de couteau. Sa tête heurte violemment la lourde cloche, il dérape, et c'est la chute. Les sirènes ont cessé. Quelque chose se débloque dans mon corps et je me sens libéré. Je cours vers Ludivine, coupe ses liens de mes mains tremblantes. Elle tombe dans mes bras, elle pleure. Moi aussi. Je libère Nelia qui me serre comme quand elle avait 5 ans, le visage enfoui dans mon épaule. Elle saigne, mais son regard est vivant. Forban ne tarde pas à nous rejoindre. Puis un trio d'uniformes bleus nous escorte jusqu'en bas. 6 jours plus tard. Ludivine dort sur le canapé. Nelia regarde une série avec Forban. Je vais au grenier, juste pour voir. Avec une pointe d'appréhension, je soulève la trappe. La fenêtre est restée ouverte. Je dévale l'échelle et m'approche. Derrière, le mur. Solide. Réel. Je tends la main vers la poignée. Et dans un souffle presque inaudible, une chose s'échappe juste avant que je referme les battants. L'esprit de Gustave Vernet est enfin libéré. Ce qui ne nous empêchera pas de quitter la maison le mois prochain. Ludivine a demandé le divorce et j'ai accepté que ça se fasse à l'amiable. Même si c'est triste, je me préfère dans la peau d'un divorcé que dans celle d'un veuf. Et d'après ma fille, je peux même me considérer comme un héros. Alors oui, un héros crétin, mais un héros quand même. Dans les engrenages du destin, nous ne sommes que d'infimes rouages. Mais la moindre de nos décisions, les moindres gestes, même les plus insignifiants, changent perpétuellement la courbe du temps et des événements, pour nous et pour les autres.